Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurore de Ligny, je suis ici pour vous parler des objectifs de la gamme Z Nikon. Alors l'objet de cette conférence, ça ne sera pas de vous faire une leçon de technologie, de vous dire combien de groupes optiques, combien il y a de lamelles, quel type de verre équipe tel ou tel objectif de la gamme Z. Dans le temps imparti, je ne vais pas être complètement non plus exhaustive sur les objets juste à côté. L'idée, c'est vraiment de voir comment un objectif peut vous aider à définir ou à affirmer votre signature visuelle, c'est-à-dire être un prolongement de votre regard. Alors, on parle souvent d'écriture. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes-là, écriture et style photographique. Si je prends le style, c'est le comment. Donc, ça va être l'esthétique de l'image. Ça va comprendre le cadrage, la lumière, la composition, le traitement à la prise de vue et ou en post-production. Également, le matériel et les réglages. L'écriture, c'est le fond. C'est le pourquoi. Donc, ça va être la narration, le rythme, le rapport au sujet, l'intention. Et l'objectif participe finalement aux deux, d'où le terme de signature visuelle. Bonjour. Songez que sur un même sujet, deux photographes vont rarement ramener la même image. Et ce n'est pas qu'une question de réglage ou de lumière, c'est aussi une question de regard qu'ils ont porté sur le sujet. Du point de vue des objectifs, il y a des photographes qui choisissent une focale. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais la focale, c'est le champ de vision couvert par l'objectif. Je redétaillerai un petit peu plus tard. Une focale comme un langage visuel. Et je pense par exemple là à un photographe qui s'appelle Dedo Moriyama et qui utilise essentiellement le 28 mm pour réaliser des photos qui sont extrêmement dynamiques et immersives. D'autres photographes, eux, vont plutôt changer de focale en fonction des sujets ou des conditions de prise de vue. Donc il est très célèbre pour son portrait de la jeune fille afghane. Peut-être que vous l'avez pas en tête, sinon vous irez voir peut-être ceci. Question de droit d'auteur, je peux pas montrer des images sans avoir les droits. Donc ce portrait-là a été pris au téléobjectif. Mais lorsqu'il réalise des reportages, il va utiliser des focales plus courtes de manière à relier le sujet à son environnement. Et parmi les photographes, il y a aussi ceux qui sont, adeptes des usages courants. Par exemple, le grand angle pour la photographie de paysage et d'architecture. Le grand angle, ça va élargir le champ de vision par rapport à la vision humaine, étirer les plans, donc vraiment nous donner une impression d'immensité et de profondeur dans l'image. Et puis, les téléobjectifs, surtout les gros téléobjectifs, sont beaucoup utilisés en photographie de nature et photographie sportive. Les téléobjectifs, ils vont avoir l'effet inverse des grands angles. En fait, ils vont resserrer le champ de vision, ils vont agrandir le sujet dans le cadre, aplatir les plans, ce qui va faire ressortir finalement le sujet par rapport à l'environnement. Mais dans les photographes, il y a aussi ceux qui s'affranchissent des normes, des codes. Voilà, et là, je vous citerai encore deux photographes avant qu'on rentre dans le vif. Vincent Munier, qui est donc photographe de nature, qui lui utilise principalement des gros téléobjectifs pour réaliser ces photographies-là. Et à l'inverse, vous avez un photographe comme David Yarrow, qui va utiliser des focales beaucoup plus proches de la focale standard pour donner une sensation de proximité par rapport au sujet. Il faut parfois quelques petites astuces pour y arriver, bien entendu, lorsqu'on photographie des animaux sauvages et dangereux. Je vais vous parler donc de la gamme Z. On va voir les grandes familles et comment elles s'articulent entre elles. Et avant ça, je vais juste revenir sur la monture Z. Donc la monture Z, c'est une monture plus large que la monture F, 55 mm contre 44 auparavant. On a également un tirage qui est beaucoup plus court, 16 mm contre 46,5 auparavant. Et ça a permis finalement de construire des optiques qui sont plus compactes, qui sont plus précises tant pour la netteté que pour l'autofocus, et elles sont également plus lumineuses. Donc ça, c'est intéressant pour le bokeh. Donc le bokeh, c'est le joli flou d'arrière-plan, et pour les prises de vue qui seraient faites en conditions de faible lumière. Ça vous fera gagner en qualité. Il y a également un plus de contacteurs avec la monture Z, 11 contre 8 en moyenne auparavant. Et ça va accélérer la rapidité de la transmission des informations. Alors, pour les optiques, je vais commencer par les focales fixes.
Donc une focale fixe, c'est une focale qui ne couvre qu'un seul champ de vision. Si vous voulez cadrer plus serré, il faudra vous rapprocher et pouvoir vous rapprocher du sujet. Si vous voulez cadrer plus large, il faudra vous éloigner et pouvoir vous éloigner, du sujet. Voilà. Alors, on a dans cette première série, on a la série des pancakes. Donc pancakes, hein, comme leur nom l'indique, ce sont des objectifs qui sont, plats, donc ils vont être discrets et ce sont des objectifs qui sont très appréciés en photographie de reportage et street photographie parce qu'ils permettent une certaine spontanéité, discrétion, mobilité. Vous avez donc là le 26 millimètres, la focale elle s'exprime en millimètres, 26 millimètres, 28 millimètres et le 40 millimètres. On est pour ces 3 objectifs donc on est sur du grand angle, donc vision plus large que la vision humaine, puisque la focale standard pour le plein format, on admet que c'est le 50 millimètres, même s'il est vrai que le 40 est finalement assez proche, hein, aussi de la focale standard. Ce sont des optiques qui sont lumineuses. Le chiffre que vous voyez ici, là, de 8 et 2 pour le dernier, c'est ce qu'on appelle l'ouverture maximale de l'objectif, là où l'objectif va être le plus lumineux. Vous pourrez toujours fermer le diaphragme, et donc mettre moins de lumière, mais ce chiffre-là, il est important parce qu'il vous indique là où l'objectif peut être le plus lumineux. Et un chiffre de 2,8 ou 2, c'est un petit chiffre par rapport à ce qu'on peut trouver, donc ces optiques-là sont lumineuses. Je trouve que l'exemple là, voilà, photo prise à la tombée de la nuit, mouvement figé, bonne qualité d'image, pas de bruit spécialement, est un bon exemple d'utilisation de ces objectifs. On a ensuite la famille des Nikkor ZF1.8, donc des objectifs qui ouvrent un peu plus, une gamme qui est large, hein, qui part donc d'objectifs vraiment grand angle, et donc c'est des objectifs le 20 et le 24 millimètres qui sont très appréciés des photographes de paysage et d'architecture. Vous avez ensuite le 35, le 50 qui servent beaucoup en reportage, street photographie et portrait, et 50-85 qui très souvent servent en portrait. Ces optiques, vous voyez, elles portent la mention S. S chez Nikon, c'est pour S-Line, Superior Line, donc des objectifs de très bonne qualité optique, et également une construction robuste, donc une meilleure résistance lorsque vous les utilisez dans des environnements soit poussiéreux, soit humides. D'accord? Donc là, on est sur ces optiques-là, sur un équilibre prix, qualité, compacité. Certaines d'entre elles existent en version 1.4, mais vous n'avez... Alors 1.4, ça veut dire plus lumineux encore, puisque le chiffre descend encore, donc elles sont plus lumineuses, mais elles ne sont pas de construction S. D'accord? Donc peut-être qualité optique légèrement inférieure, mais quand je vous dis ça, c'est pas forcément à avoir comme une critique, parce que certains photographes vont aimer avoir une extrême précision sur leurs images, et d'autres vont aimer avoir quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un petit peu plus doux, un petit peu plus poétique. C'est une écriture, c'est un choix que vous faites. Également, ces optiques sont moins encombrantes et moins chères que les précédentes. Ça peut aussi être voilà, des critères pour vous de choix des objectifs. Et nous avons la famille des Nikkor Prestige, donc des objectifs S qui ouvrent à 1.2, donc encore plus lumineuses. On a le 35, le 50, le 85 qui ouvrent à 1.2 et le 135 millimètres Plena. Alors Plena, en gros, c'est concentré de qualité optique. Voilà ce que ça signifie, ce Plena. C'est vraiment une optique phare de chez Nikon. Voilà, et donc ces objectifs-là, ils ouvrent plus, mais il faut voir l'ouverture aussi comme une manière de renforcer donc ce qu'on appelle le bokeh, et le bokeh, ça renforce la présence du sujet. Ça le fait ressortir. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un petit test de ces objectifs-là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Et il me faudrait un ou une volontaire pour faire 4 photos. Ça sera pas très long. Merci madame. Ça sera pas très long. Si vous voulez bien vous mettre par ici. Alors,
petite précision, on a, un sol qui est jaune et qui renvoie un petit peu de lumière jaune. J'ai essayé d'atténuer la chose sur le rendu d'image. Hier, j'avais fait en noir et blanc, mais voilà, on m'a demandé de faire en couleur. Voilà, mais on va surtout se concentrer plutôt que sur l'éclairage, sur, vraiment, le sujet et son environnement. Alors, j'ai oublié, je vais vous switcher tout ça de manière à ce qu'on puisse voir. Voilà, on y est. Alors je vais utiliser les objectifs donc à leur pleine ouverture. On va voir déjà ce que ça donne. Peut-être la refaire. Allez, on refait, on sourit. Pas évident, mais ah, bah voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Vous voyez le petit excès de jaune, hein, il est lié, on le sent pas mal par là, hein, c'est le retour, la lumière qui tape et voilà. Alors, donc ça, c'était la photo prise au 35. Je vais vous faire voir maintenant le 50 millimètres, toujours avec l'ouverture 1-2. Hop. Vous voyez la différence? Une image où j'ai un cadrage beaucoup plus large, donc qui est plus contextuel. Le 50 millimètres, on commence à se rapprocher du sujet, mais on est encore dans une certaine neutralité. C'est vraiment 50 millimètres est souvent utilisé quand le photographe veut pas trop, comment dire? Se mettre en avant par rapport au sujet. Alors ce que vous pouvez observer aussi, hein, c'est que les objectifs, ouverts, à 1-2 sont quand même extrêmement gros. C'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure que le 1,8 c'était un équilibre entre le, 1,4 et le 1,2. Je vais pas trop me rapprocher pour rester à peu près dans les mêmes conditions. Vous êtes un modèle parfait. Et voyez là, on commence vraiment à rentrer dans une image plus émotive. Le flou est accentué, ce qui fait ressortir vraiment le sujet par rapport à l'environnement. Et on va se faire la petite, dernière. J'éteins juste le boîtier. Voilà. C'est le 135 Plena. Vous allez encore voir une bonne différence par rapport, au précédent. Hop, voilà. Et là, on a vraiment le fond qui est extrêmement flouté, quasi, plus présent. Un bokeh, parfait et toujours quand même la précision, hein, sur le visage. Alors l'objectif, c'est aussi, comment dire? La relation au sujet. Est-ce qu'on est plus proche? Est-ce qu'on est plus loin? J'aurais pu faire la 35, de très près, mais ça vous aurait davantage, déformé. On n'est pas là pour ça. Je vous remercie beaucoup en tous les cas. Ah, vous voyez donc en fait dans ces images-là, techniquement, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. En plus, c'est globalement un peu les mêmes réglages, d'ouverture, de vitesse, et d'ISO. Par contre, peut-être que par goût, vous allez préférer l'une ou l'autre. Chaque objectif raconte là une histoire différente. Alors ici, vous avez quelques exemples, d'images prises, avec, donc pour le portrait, il a été fait avec le 50 millimètres à pleine ouverture. C'est le même modèle, je ne sais pas si vous avez fait attention que sur cette photo. Ce que je trouvais intéressant, c'était juste de me montrer, même si je viens de vous le faire en démonstration. Là, on est sur un fond uni, forcément, on n'a pas de détails dans le fond, mais quand on a un fond, qui, n'est pas uni, le fait de flouter énormément, ça l'uniformise énormément et ça fait ressortir le modèle par rapport au fond. Et les 2 autres photos de nature sont des photos qui ont été prises au 135 millimètres. Et là encore, c'est pour vous illustrer un petit peu le fait que, 135 millimètres, on l'utilise souvent pour faire du portrait. Bon, faut pouvoir avoir aussi un petit peu de recul, hein, par rapport à son sujet. Peut-être que dans certains petits studios, parisiens, le 135, c'est pas le meilleur choix. Mais voilà, peut-être on l'attend moins dans la photo de nature et pourtant ça peut apporter vraiment de la poésie, à l'image. D'ailleurs, vous avez là sur le côté tout un mur, de photos prises au 135, vous retrouverez celle-ci, mais pour vous donner un ordre d'idée de comment utiliser éventuellement un objectif, comme celui-ci, sur quel sujet et en fait, c'est plus varié que ce qu'on a tendance à penser, au départ.
Pour terminer sur les focales fixes, je vais vous parler des objectifs dédiés à la macrophotographie. Donc ces objectifs-là, ils sont faits pour photographier dans le domaine de la photographie rapprochée. Ils ont tous les deux ont un rapport d'agrandissement de 1:1, c'est-à-dire qu'un petit objet, vous allez pouvoir vraiment l'avoir à sa taille réelle sur l'image, si vous le souhaitez. Alors il y a le 105 millimètres macro, donc lui, construction S. Le 50, n'est pas construction S, mais il ouvre également à 2.8, donc pour les ouvertures, c'est la même chose. Moins encombrant et moins cher, pour ses on va dire pour ses avantages. La photo macro, je dirais, c'est un peu l'opposé de la photo au pancake, où on est dans la mobilité, la spontanéité. La photo macro, on ralentit le rythme. Là aussi, je parlais de narration, de rythme. La photo macro, l'idée, c'est de chercher, révéler des textures ou des détails parfois invisibles à l'œil nu. On a parfois des surprises même avec la macro. Voilà. Donc, c'est un autre rythme. J'ai mis quelques petits exemples de photos, de textures, et ça s'utilise beaucoup, les photographes qui aiment bien photographier les insectes, aiment bien aussi l'objectif macro qui va donner vraiment un flou d'arrière-plan. Profondeur d'achamp d'ailleurs qui est très, très limitée, et ça, c'est aussi parce qu'on va photographier dans le domaine rapproché. Et donc les macros, ils sont à l'opposé des pancakes, mais ils sont aussi à l'opposé des zooms. Parce que le zoom, c'est la polyvalence, la souplesse en mobilité. Et vous avez donc ici les 3 dragons, moi j'aime les appeler les 3 fantastiques de Nikon, le 14-24, le 24-70 et 70-200, ouverts à 2.8, tous de construction S. Donc ce sont vraiment des optiques qui sont rapides, piquées, robustes. Le 14-24 est très apprécié en photographie, comme je vous le disais, de photographie de paysage et d'architecture. 24-70, 70-200, ils sont très souvent utilisés en combo, par exemple par des photographes qui font de l'événementiel, du mariage, qui ne peuvent pas toujours se rapprocher ou s'éloigner du sujet, mais qui vont avoir envie d'avoir une grande variété de cadrages pour leur reportage. La version du 24-70, c'est la version 2 qui vient de sortir il y a quelques jours. Elle apporte de nombreuses améliorations par rapport à la version précédente. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais pour les plus importants, je dirais on gagne un petit peu en poids. Le zoom est interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on passe de 24 à 70, l'objectif ne va plus se déployer, ce qui augmente encore finalement sa résistance à la poussière et à l'humidité. Et on a également donc un autofocus qui est beaucoup plus rapide, 4 à 5 fois plus rapide et plus silencieux, ce qui peut être intéressant pour les vidéastes, pour les photographes qui sont dans l'action et pour les photographes qui ont besoin d'être très discrets. Voilà. Et dernière petite chose, il a plus de lamelles, donc le bokeh est amélioré. Je vous parle pas de technologie, mais je vous en parle un petit peu quand même, que vous ayez quelques repères pour vous poser des questions pour la suite. Quelques images prises au 14 millimètres. Donc à droite, je dirais que vous avez des exemples où on attend souvent le 14 millimètres, la photographie de paysage et la photographie d'architecture. Et à gauche, des images où on utilise un peu moins communément le 14 millimètres, mais où le 14 millimètres peut apporter un grand dynamisme aux photos donc de sport. À vous de voir. Après, il faut pouvoir se placer assez près du sujet. Dans les zooms, on a aussi les petits dragons. Les petits dragons, ils sont pas de construction S, mais ils sont toujours en ouverture de 8, donc ce sont toujours des optiques lumineuses. Et au niveau des plages focales, on est sensiblement, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même très, très proche de la série précédente. Du coup, il y a vraiment pas de compromis sur la créativité. Juste à réfléchir dans quelles conditions vous allez utiliser vos objectifs. C'est là peut-être où le problème où il pourrait y avoir un petit souci si vraiment vous faites des photos dans des conditions extrêmes. Elles ont l'avantage d'être plus compactes et moins chères que les précédentes.
Pour finir sur les objectifs, les hyper polyvalents, les couteaux suisses du photographe, par exemple, de voyage avec le 24-120 et du photographe, heu, animalier, voire sportif avec le 100-400 millimètres. Sont des objectifs, idéaux quand on ne veut ou ne peut emporter qu'un seul objectif. Quelques exemples de photos prises au 400 millimètres. On trouvera un peu moins de contre-exemples avec le 400 millimètres parce que le 400 millimètres, c'est quand même, gros, c'est lourd, c'est un peu cher aussi. Donc les photographes, le champ de vision est extrêmement restreint. Donc les photographes qui vont sur des focales comme ça, voire au-delà, en général, c'est pour un usage, bien particulier. C'est pas impossible de les utiliser à contre-courant, mais c'est plus compliqué. Il vous faut aussi une certaine distance, par rapport au sujet pour effectuer la mise au point, ce qui peut compliquer un peu les choses si vous voulez, faire des contre-usages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines optiques de la gamme Z vont pouvoir être, personnalisées. Alors l'idée de la personnalisation, c'est de vous faire gagner en ergonomie, en rapidité, lorsque vous photographiez et donc sur certains objectifs, on a ici, une bague qu'on appelle la bague de réglage. Par défaut, elle vous permet de régler l'ouverture de diaphragme, mais dans le menu, des réglages personnalisés, vous allez éventuellement pouvoir modifier la fonction. Je vais vous montrer un tout petit peu plus en détail dans quelques secondes et sur certains boîtiers, on va trouver un ou plusieurs, boutons LFN, Lens Function et là, c'est pareil, on va pouvoir personnaliser, soit en photo, soit en vidéo d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Donc, dans le menu des réglages personnalisés, celui qui est symbolisé par le petit, crayon, vous avez soit en F, donc les commandes pour la photo et en G, les commandes pour la vidéo. Donc on va commencer par le F. En F2, vous allez aller pouvoir configurer, bon, déjà un certain nombre de touches qui sont présentes sur votre boîtier et les fonctions dont je vous parlais. Alors, la bague d'ouverture, en général, on va la trouver tout au bout, voilà, et par défaut, elle est attribuée au réglage de diaphragme, mais vous pourriez lui appliquer la correction d'exposition, réglage de correction d'exposition ou de la sensibilité ISO ou encore aucune fonction. Moi, personnellement, en photo, j'aime bien mettre la correction d'exposition. Ce sera à vous de trouver vos usages, bien entendu. Pourquoi? Parce que, l'ouverture, je l'ai déjà et je trouve en accès assez rapide avec la molette avant. Par contre, la correction d'exposition, j'ai une touche, faut que je fasse la molette arrière. Souvent, je suis obligée de baisser le boîtier. Donc, je trouve ça hyper pratique de pouvoir tourner ma bague. Je vois ce qui se passe puisque, l'hybride, on voit les réglages qu'on fait en direct et je trouve ça assez pratique. En revanche, en vidéo, j'aime bien laisser, cette, fonction-là. Attendez, il faut que je me retourne, voilà. En vidéo, j'aime bien laisser l'ouverture de diaphragme sur cette bague-là. Pourquoi? Parce que ça va permettre, de modifier l'ouverture de diaphragme pendant qu'on filme sans avoir de saut, de crantage, contrairement à ce qu'on obtiendrait avec, la bague, de réglage, pas la molette, pardon, la molette avant. Voilà, mais vous avez éventuellement, d'autres possibilités et pour ce qui est de la touche, je vais vous montrer là en vidéo du coup, la touche Lens Function. Voilà, donc sur certains objectifs, on en a une, sur d'autres, on en a 2. Vous allez pouvoir appliquer un tas et un tas de, personnalisation. De mon côté, moi, j'aime bien mettre le quadrillage, voilà, il est là. Le quadrillage pour affiner mon cadrage à la prise de vue ou si je suis en mise au point manuelle, utiliser la fonction zoom parce qu'elle va me permettre de zoomer directement à 100 sans appuyer, j'exagère quand je dis 15 fois, sans appuyer, plein de fois sur ma loupe et ça va me permettre de faire la mise au point manuelle, de manière, beaucoup plus rapide. Pour conclure, je pense que l'objectif ou les objectifs idéaux, c'est ceux qui vous permettent d'exprimer pleinement votre ressenti et ceux qui vont vous donner envie d'aller faire des images. Voilà, pas celui qu'on va laisser parce qu'il est trop lourd. Voilà. Après, vous pouvez changer, je dirais, d'objectif, voilà, selon les sujets, selon les conditions de prise de vue.
les photographes de voyage, je vous parlais tout à l'heure du couteau suisse, le 24-120. C'est génial, c'est un fait. Et puis parfois, le photographe de voyage, il va avoir envie de se balader léger. Et il va peut-être partir qu'avec un 40 millimètres ou un 35 ou un 50. Voilà. Le portraitiste, très souvent, il va avoir un 85, un 135, mais il peut aussi avoir besoin d'un zoom. Si, je sais pas, il fait un book pour avoir tout type de cadrage, ça va quand même être plus pratique. Pourquoi pas même un objectif macro si on est sur de la photo beauté? Why not? Voilà, donc souvent on a une complémentarité d'objectifs, mais voilà, il n'y a pas en tout cas entre je dirais ça va être votre choix, votre ressenti. Parfois aussi on évolue dans le temps, hein. À un moment on aime ça, puis à un autre moment, ben, on a envie d'autre chose. C'est complètement autorisé. Voilà et donc que ça soit dramatisation, neutralité, au contraire compression des plans, flou, micro détails, bah, chacun son style. C'était Merci à sa vous dernière conférence. et on est encore là toute l'après-midi si vous avez besoin d'infos complémentaires.